Bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Nous allons peut-être attendre encore quelques secondes que tout le monde nous rejoigne. Et nous allons démarrer dans quelques secondes. Je vous propose de démarrer. Merci encore pour votre présence ici. Alors, vous avez un chat à droite. Alors, je tâcherai de temps à autre d'y jeter un œil, mais pardonnez-moi si je ne réponds pas tout de suite à toutes vos questions. Peut-être que je prendrai certaines des questions aussi plutôt à la fin de la présentation pour continuer à suivre le déroulé comme prévu. Alors, cette présentation vous est proposée par le Collège du Dirigeant. Le Collège du Dirigeant, qui est en fait une structure qui regroupe plus de 300 advisors aujourd'hui, indépendants, et qui monte en fait des advisory boards au sein des PME et des ETI pour épauler les dirigeants autour de leurs enjeux les plus stratégiques. Et l'un de ces enjeux aujourd'hui que nous allons regarder ensemble, bien, c'est celui en fait des risques et des risques extra-financiers. Alors pourquoi les risques extra-financiers? C'est que finalement les entreprises sont très souvent bien pourvues pour finalement parer aux risques financiers qui sont les leurs. En revanche, dès qu'on sort du domaine d'attribution d'un CFO, d'un DAF, dès qu'on sort de ces chiffres-là, les choses deviennent curieusement plus complexes et parfois moins regardées par les dirigeants ou le management de l'entreprise. C'est pourquoi on va passer un petit temps sur ces sujets-là aujourd'hui ensemble. Donc, je vous propose de démarrer cette présentation. Et d'abord, peut-être vous parler du contexte. Le contexte, en fait, est le suivant. Finalement, le dirigeant du XXe siècle, c'était un dirigeant qui devait être un bon gestionnaire et un expert dans son secteur, un expert très sachant, si je puis dire. Le dirigeant du XXIe siècle, en fait, n'est plus tout à fait le même. Le dirigeant du XXIe siècle est confronté, je dirais, à une complexité bien plus grande, avec des facteurs exogènes qui s'imposent à lui, qui s'imposent à l'entreprise elle-même et à sa conduite, si je puis dire, de son développement. Il y a des facteurs exogènes de toutes parts, des contraintes liées à l'environnement, des contraintes sociales, des contraintes sanitaires, on l'a vu bien sûr avec l'épisode de la Covid, des contraintes géopolitiques, des contraintes technologiques très fortes aujourd'hui. Et donc, il est de plus en plus difficile pour un dirigeant, si je puis dire, de mener sa barque, de réfléchir de manière tout à fait sereine au développement de son entreprise, comme il pouvait peut-être le faire dans les 30 glorieuses. Voilà, on a changé effectivement d'époque. Il est beaucoup plus difficile de circonscrire tous ces sujets. Et donc, l'univers des risques devient d'autant plus un univers d'experts très difficile à appréhender pour un dirigeant. C'est ce qu'on appelle un monde toujours plus technicisé, avec en plus un facteur de vitesse qui rend les choses évidemment encore plus difficiles à appréhender. Alors, de quel type de risque parle-t-on? J'ai commencé un peu à les évoquer. Des enjeux climatiques et environnementaux qui n'étaient peut-être pas ceux qu'on avait en tête il y a 30 ans, des enjeux sécuritaires, on le voit bien sûr avec maintenant un conflit sur les terres européennes, des contraintes réglementaires, juridiques de plus en plus fortes. Là, je vois déjà les cheveux hérissés de tous ceux qui sont sur le webinaire aujourd'hui. C'est vrai que les réglementations et les contraintes autour de ça deviennent pléthores. Et donc, voilà, tout ça fait un contexte un peu global, à la fois anxiogène, mais aussi nourri de beaucoup d'incertitudes. Voilà. Et donc, toute l'idée va être effectivement de réfléchir à comment faire face à tous ces risques. Je vous propose d'en regarder peut-être une dizaine. Il y en a malheureusement beaucoup plus, mais on va s'arrêter peut-être sur les 10 enjeux clés auxquels un dirigeant doit faire face. Premier de ces 10 enjeux, il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance là-dedans, puisque chaque entreprise va être confrontée, de par la nature de sa situation, de par la nature de son activité, de ce positionnement géographique, est-ce qu'elle va à l'international ou est-ce qu'elle travaille plutôt en France, donc va être confrontée à des natures de risques différentes. Mais je prends le pari que sur la dizaine de risques que je vais évoquer devant vous, au moins 3 ou 4 de ces risques, si ce n'est la totalité, s'appliquent à votre entreprise. Alors, premier, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'intelligence stratégique. Quelle est la nature du risque? C'est d'une certaine manière les risques géopolitiques qui, dans leur ensemble, peuvent s'imposer à votre entreprise. Alors, ça a souvent lieu, effectivement, dans le cadre
avant, pendant ou après un déploiement à l'international. Alors, on peut prendre quelques exemples. Alors, il y en a qui sont peut-être d'évidence. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui, de manière très naturelle, sont confrontées, bien sûr, à des contextes géopolitiques ou de tensions, même politiques parfois. C'est le cas d'Airbus, c'est le cas des entreprises, évidemment, dans le domaine de la défense, mais c'est le cas d'autres types d'entreprises. On voit, par exemple, une entreprise comme Renault, qui est implantée dans des pays comme l'Iran, qui est implantée dans des pays comme la Turquie, voilà, qui a à faire face à des situations parfois effectivement tendues et sur lesquelles il lui faut effectivement avoir une bonne réactivité, une très bonne vision effectivement des sous-jacents. On le voit également avec des entreprises, je ne sais pas, une entreprise comme Valeo. Valeo a été une entreprise très fortement implantée par exemple sur le marché indien, et quand il lui a fallu s'implanter sur le marché chinois, eh bien, ça a créé un contexte de perturbation importante, puisque voilà, c'est deux marchés qui sont finalement eux-mêmes très confrontationnels. Et Valeo a subi des attaques d'espionnage très fortes, avec notamment une panoplie étonnante de stagiaires qui se sont révélés être de véritables espions. Donc on voit des choses assez étonnantes qui arrivent effectivement dans les entreprises. Il y a eu une forme d'angélisme, notamment dans les entreprises françaises pendant un bon bout de temps. Cet angélisme a commencé quand même depuis quelques années maintenant à mieux être circonscrit ou à disparaître. Mais c'est vrai que c'était un sujet qui a été très longtemps perturbateur pour beaucoup d'entreprises, d'ailleurs de toute taille. Donc l'impact, il est très fort. C'est un impact notamment parfois dans les chaînes d'approvisionnement, mais c'est souvent aussi des pertes de contrats, donc des choses très importantes, parfois des pertes de brevets, enfin beaucoup de choses autour. Voilà. Et donc quelques chiffres très rapidement. Écoutez, dans les études qui ont été faites, voilà, c'est à peu près une entreprise sur deux, quand elle était à l'international, qui a subi effectivement une perturbation opérationnelle. Donc un chiffre vraiment très fort, très éloquent. Passons maintenant au point numéro 2. Point numéro 2, alors c'est un sujet évidemment qu'on voit toujours dans les médias, qu'on a toujours en tête, la cybersécurité, et c'est pourtant le sujet qu'on aime vraiment, qu'on adore mettre sous le tapis. Pourquoi? Parce qu'il est complexe, il n'est pas toujours facile à appréhender, et je vais en donner quelques exemples. Alors, il y a des termes, vous les connaissez peut-être, on parle parfois de phishing, le phishing ou en français hameçonnage, hein, qui consiste d'une certaine manière pour le fraudeur à se faire passer pour un organisme qui vous est familier, votre banque, le trésor public, voilà, ou même parfois vous-même. Donc, votre comptable va recevoir un magnifique message un jour de vous-même en disant qu'elle doit faire un virement urgent d'1 million d'euros, sans quoi l'entreprise va perdre un marché très important. Voilà. Et sous la pression, et bien parfois, quand il y a un certain nombre de critères qui n'ont pas été établis, et bien sous la pression, effectivement, la personne va s'exécuter. Donc ça, c'est effectivement le phishing. Il y a une autre pratique que vous connaissez sûrement, qu'on appelle le ransomware ou en français le rançongiciel. Donc là, c'est grosso modo un programme malveillant qui, à un moment donné, pénètre dans votre réseau, dans vos serveurs, dans vos ordinateurs, avec souvent derrière une possible demande de rançon. Donc, il y a effectivement plein de choses, et de toute manière, en général, les entreprises, même les plus affûtées, sont toujours en retard sur le crime, si je puis dire. Quelques exemples quand même très frappants, et dont un que je trouve encore peut-être plus intéressant, c'est l'exemple de TV5 Monde. Pourquoi je vous parle de celui-ci? C'est que justement, TV5 Monde est une entreprise qui avait vraiment très bien prévu les choses, avec une infrastructure technique vraiment extrêmement robuste. Et donc, je dirais que le risque d'une attaque cyber venue de l'extérieur semblait extrêmement faible. Et pourtant, TV5 Monde a été effectivement victime d'une attaque cyber d'une énorme ampleur, d'une ampleur mondiale, avec l'objectif de détruire des données directement chez TV5 Monde. Et comment ça s'est opéré? Ça s'est opéré par tout simplement sur place une injection et dans plusieurs pays de manière simultanée de clés USB dans lesquelles effectivement il y avait un certain nombre de malware, donc de programmes malveillants. Et donc, on voit que cette entreprise avait effectivement très, très bien pensé son système informatique. Et pour autant, c'est sur l'aspect physique de protection de ses serveurs, de ses ordinateurs, que malheureusement, trop de choses avaient été entreprises. Donc, on voit que les sujets sont difficiles à circonscrire et complexes. Je vous passe plein d'autres exemples, et ils sont très nombreux, d'un acteur comme Equifax, qui s'était fait pirater 145 millions de comptes de Social Security Number de nos amis américains,
ou de tous les hôpitaux qui se font tous les ans attaquer, par exemple en France. Donc, on voit bien qu'ici, on a un risque qui est multiple, un risque certes de perturbation, un risque de perte de confiance aussi des clients, quand c'est des données sensibles bien sûr, et puis un risque tout simplement parfois d'entreprises qui tombent. Il y a eu des cas, et notamment dans un univers qui était une société de lingerie en France, qui a fini par perdre totalement son activité et devoir déposer le bilan. Donc, un chiffre, une statistique ici, alors c'est une moyenne, donc il faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais malgré tout, c'est intéressant, puisque quand on prend effectivement des entreprises sur une masse très importante, on s'aperçoit effectivement que le coût moyen d'une violation de données, c'est presque 4 millions d'euros, donc quelque chose d'extrêmement majeur, même pour des entreprises qui sont effectivement de taille plus modeste, d'autant plus. Troisième sujet, qu'on n'a pas forcément toujours en tête quand on parle de risque. D'ailleurs, on pense très souvent cyber, mais on pense très rarement propriété intellectuelle. Et pourtant, c'est un sujet majeur. On le voit, et là aussi, on a souvent le réflexe de se dire oui, mais les contrefaçons, par exemple, c'est le secteur du luxe. Très bien, c'est peut-être des marques comme Louis Vuitton. Et ben, ça va bien au-delà. Il y a des choses très étonnantes. L'industrie, par exemple, des spiritueux est très fortement perturbée par les contrefaçons. Donc voilà, soyez attentifs quand vous buvez du champagne dans une boîte de nuit. Soyez attentifs quand vous prenez un peu d'alcool dans un pays, on va dire, voilà, qui ne prend pas peut-être aussi bien garde aux notions de propriété intellectuelle. Voilà, donc il y a beaucoup d'objets contrefaits, y compris dans le domaine alimentaire, y compris dans le médicament. Donc des choses qui touchent à la vie. Donc on voit bien qu'ici, les choses peuvent être très importantes également. Quelques exemples. Un exemple, par exemple, c'est Puma, on connaît bien la marque, et pourtant, peu de gens ont été au fait que Puma a été effectivement attaqué sur une partie qui est celle du commerce illicite et de la contrefaçon, et par une action finalement, en somme toute, assez simple. Il y a eu des personnes malveillantes qui commencent à créer énormément de sites qui donnaient l'impression effectivement qu'il s'agissait du site Puma officiel, et qui ont donc détourné une partie du trafic, une partie des ventes effectivement de Puma. Donc Puma a réussi à contrecarrer ça, et oui, les choses prennent du temps, elles sont complexes, et on est donc là sur des réseaux, et notamment des réseaux mafieux. Il faut savoir, et le chiffre est quand même très étonnant, qu'aujourd'hui dans le monde, quand on prend l'intégrité aujourd'hui du chiffre d'affaires, d'une certaine manière, réalisé par les mafias dans la contrefaçon, il est supérieur au marché de la drogue. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que malheureusement, aujourd'hui, la lutte contre les contrefaçons n'est pas forcément égale et traitée de la même manière d'un pays à l'autre, et les conséquences, notamment pénales et financières, sont beaucoup plus légères que sur le trafic de drogue. Donc c'est un univers dans lequel les plus grandes mafias du monde se sont engouffrées. Quatrième point, la question de l'intégrité. Alors on touche à un sujet évidemment très sérieux ici. Un exemple évidemment qu'on a tous connu récemment, qui est celui de Volkswagen, et parfois fabricant automobile, avec le scandale des émissions polluantes, où effectivement un certain nombre de rapports avaient été maquillés, transfigurés, modifiés pour passer sous les cribles de certaines régulations. Mais au-delà, si je puis dire, si on prend un peu de recul sur ce sujet, ce qu'il faut effectivement avoir en tête, c'est qu'on est ici en termes d'intégrité sur vraiment une obligation de moyens. C'est-à-dire que pour l'entreprise, pour le dirigeant, il est fondamental de pouvoir vérifier la qualité notamment de ses fournisseurs, la qualité d'une certaine manière de ses partenaires, de ses clients, et mettre en place des dispositifs de contrôle. L'objectif ici n'est pas une obligation de résultat, mais effectivement de pouvoir démontrer que l'entreprise et le dirigeant ont tout fait pour mettre en place des procédures qui permettent de vérifier effectivement la nature du réseau, si je puis dire, de partenaires au sens très large de l'entreprise. Et si jamais elle venait à être piégée par, effectivement, par exemple, un fournisseur ou quiconque, eh bien, voilà, elle en a été victime, mais en tout cas, elle n'était pas forcément responsable et elle avait tout fait pour en tout cas, lutter
et préserver les choses. Donc ça, c'est très important. Il y a des entreprises qui ont dû faire de très gros efforts en la matière. Je prends un exemple comme Thales, par exemple, qui a une division internationale. Et dans sa division internationale, qui s'appelle la Tint, eh bien, en fait, c'est un énorme réseau d'intermédiaires. Et il s'est trouvé tout d'un coup que Thales a été confronté au fait de se dire on va devoir screener finalement des centaines d'agents commerciaux dans le monde. Donc, elle a diligenté finalement une entreprise spécialisée pour le faire. Et c'est un travail qui a pris évidemment un temps infini. Donc, beaucoup de cas ici. C'est un sujet qui est majeur, extrêmement sensible de nos jours, qui est très important puisque si vous avez un problème d'intégrité, ça peut avoir des conséquences en termes de communication et d'image, des conséquences financières, des conséquences sur vos partenaires financiers, bien sûr, sur votre capacité d'emprunt, sur voilà, beaucoup de sujets. Donc, c'est très important. Évidemment, la recommandation, c'est, si je puis dire, de vous coller le plus possible aux règles de la loi Sapin 2, des obligations de l'AMF, voilà, pour lutter contre évidemment tout ce qui est blanchiment et autres choses, et d'avoir toutes les procédures en place. Vous voyez, quand on commence à se dire, il y a l'intégrité, il y a la cybersécurité, il y a les questions de géopolitique, il y a les questions effectivement de propriété intellectuelle, on voit que ça fait beaucoup de sujets pour un dirigeant, et en fait, on n'est pas tout à fait à la moitié de la présentation. Donc, si on continue, et ça fait un lien avec le précédent, il y a le risque réputationnel. Donc, il est évidemment important. On a là aussi beaucoup d'exemples en tête. On a l'exemple d'un certain nombre de réseaux sociaux qui ont été d'ailleurs condamnés fermement parfois pour des fuites de données ou non-respect des règles de RGPD. Mais on a d'autres cas, des cas par exemple comme celui d'Orpea, qu'on a malheureusement bien connu en France, qui touchent à plusieurs choses. Alors évidemment, il y a le fond de l'affaire. Hein. Est-ce que Orpea a vraiment fait des choses pour lesquelles la société a été condamnable? Mais quand on, je dirais, bascule un petit peu en arrière, on se dit surtout que voilà, l'entreprise, je dirais, n'a de toute manière pas imaginé les choses. Et typiquement dans ce cas-là, elle a quand même laissé visiblement la situation se dégrader à un tel point qu'un de ses salariés en est parti et un de ses salariés a quand même écrit un livre puis l'a publié. Donc on voit qu'il s'est quand même passé beaucoup d'étapes avant ça. Et donc clairement, c'est une entreprise qui peut-être n'a évidemment pas pris en tout cas la mesure du risque réputationnel qui était devant elle. Un autre exemple qui est aussi intéressant, que j'aime bien citer ici, c'est celui de l'entreprise Bolloré, dont l'image, en fait, auprès d'un certain nombre de partenaires est écornée compte tenu d'un certain nombre de track records juridiques et de cas de corruption, par exemple sur le continent africain. Même s'il y a une équipe au sein de Bolloré qui travaille évidemment pour œuvrer à ce qu'il n'y ait pas de situation, si je puis dire, de cet ordre, le mal a parfois été fait et il y a donc un certain nombre de partenaires, un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui ne peuvent pas, c'est même pas qu'elles ne le souhaitent pas, ne peuvent pas travailler avec ce groupe, compte tenu effectivement des cas avérés qu'il y a eu en Afrique. Donc on voit qu'il est très important de garder cela en tête, et même des grands groupes qui sont florissants, parfois peuvent garder trace longtemps de choses dont on peut leur tenir grief. Donc ça, ce risque de réputation n'est évidemment pas à prendre à la légère. Sixième sujet, le sujet environnemental. Alors le sujet environnemental, il est évidemment assez large. Il est peut-être d'évidence pour certaines entreprises qu'on pourrait qualifier de plus naturellement polluantes et qui évidemment ont entrepris des actions pour contrecarrer évidemment une partie de leur émission, par exemple, de carbone. Mais le sujet évidemment est plus complexe. Il est plus complexe puisque, par exemple, qu'en est-il si votre entreprise produit fabrique des produits dont une partie est en plastique? Comment vous gérez effectivement cette partie-là? Comment vous la traitez? Comment vous la traitez vis-à-vis de vos clients? Comment vous la traitez vis-à-vis de vos investisseurs? Que mettez-vous en place là-dedans? Qu'imaginez-vous comme évolution peut-être dans votre fabrication, ou comme en termes de recyclage? Donc beaucoup de sujets autour, et des sujets évidemment importants. D'autant plus qu'aujourd'hui, il existe de par le monde des ONG
veillante, très puissante, très regardante, qui finalement screen ce que beaucoup d'entreprises font ou ne font pas, et peuvent alerter l'opinion, les pouvoirs publics. Voilà, donc il faut prendre les devants, bien sûr, en toute hypothèse, sur de tels sujets qui, de toute manière, sont importants non seulement pour la société et le monde dans lequel nous vivons, mais naturellement aussi pour vos clients. Septième sujet, celui de la santé. Alors, celui de la santé, on l'a un peu plus en tête, puisque forcément, l'épisode Covid nous l'a rappelé très fortement, mais je dirais qu'on va au-delà. On continue d'avoir, et malgré évidemment, je dirais, tous les efforts qui sont faits par beaucoup d'entreprises, des cas très forts. On le voit dans l'affaire des pizzas Buitoni, où finalement, ça a quand même conduit Nestlé à quasiment abandonner aujourd'hui l'activité Buitoni, à ouvrir son capital sur ce sujet-là, pour finalement quasiment à terme se délester de cette activité. Donc on voit quand même que voilà, sur un épisode comme celui-là, terrible, hein, bien sûr, puisqu'il a entraîné la mort et des cas de maladie chez beaucoup d'enfants et d'adolescents, on voit évidemment les conséquences très fortes. Buffalo Grill a été aussi victime, on s'en rappelle peut-être plus, il y a quelques années, enfin victime, en tout cas, a été au centre, si je puis dire, d'un scandale sanitaire, et depuis a monté justement une cellule pour prévenir évidemment toute difficulté et dans l'univers de la santé, toute crise, et pour avoir une réactivité effectivement beaucoup plus forte. Donc là, les sujets ne manquent pas, et dès qu'on touche évidemment à un univers qui de près ou de loin peut toucher à la santé, on est dans un univers très sensible, et donc forcément on invite les dirigeants à être d'autant plus vigilants sur ces sujets-là. Juste pour vous donner quand même aussi un point qui quand même fait frémir, quand on prend l'univers du BTP en France, on parle souvent des cas de construction, notamment à l'étranger. On a parlé des constructions des chantiers de stade pour la Coupe du Monde au Qatar et de ce qui se passait avec les travailleurs dans ce domaine-là. Mais quand on prend juste uniquement la France, il y a plus d'un mort par jour dans l'univers du BTP par accident du travail. Donc, c'est des chiffres dont on parle peu, mais qui sont quand même extrêmement forts. Et donc, on voit que le sujet reste prégnant et très fort. Donc, il ne faudrait pas que celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui pensent que c'est un sujet, si je puis dire, du tiers-monde, de l'étranger, d'autres, et que ça ne les concerne pas. Non, ça nous concerne, nous, en France, tous les jours. Donc, voilà, et donc il faut rester très vigilant sur ces sujets. Huitième sujet, c'est une situation de crise. Situation de crise, je peux d'ailleurs vous en donner un exemple moi-même. Moi, j'étais à la tête d'une entreprise dans un univers assurantiel à un moment donné. Et puis, voilà, il se passe un dirigeant décède d'un accident, et un de nos salariés a la bonne idée de faire un tweet en disant c'est le moment de vous rappeler qu'il faut prendre une assurance vie. Bon, vous voyez un petit peu la délicatesse du tweet. Voilà, le tweet est parti comme ça. Et puis moi, j'étais évidemment pas au courant. Et 2 heures plus tard, j'ai un journaliste d'une grande chaîne de télévision qui m'appelle en direct pour me dire quelle était ma réaction sur effectivement notre communication qu'on venait d'émettre. Bon. Donc j'étais dans une situation vraiment de crise. J'avais des actionnaires, j'avais beaucoup évidemment d'assureurs avec lesquels nous travaillons au quotidien. Donc une situation très complexe. Et qu'est-ce que cette situation a révélé ? Cette situation, elle a révélé que nous n'avions pas finalement suffisamment mis en place de garde-fous sur notre politique de publication sur les réseaux sociaux. Donc finalement, ce n'était pas le sujet d'une erreur malencontreuse et je dirais un peu saugrenue d'un salarié dans son coin. C'était effectivement un manque de vigilance, effectivement, sur la mise en place de ces éléments-là. Alors comment on a réagi ? On a réagi très vite, d'abord évidemment en s'excusant, et surtout rapidement, si je puis dire, sous 24 heures, en montrant quel avait été justement notre déficit organisationnel en la matière, et justement en veillant derrière à ce que, chez nous, les choses aillent mieux et soient faites différemment, mais qu'on œuvre effectivement que, globalement, les choses se passent effectivement de manière mieux en général, et que la réactivité qui doit être celle sur les réseaux sociaux ne soit pas synonyme d'absurdité.
Voilà. Donc, c'était un épisode évidemment, évidemment intéressant. Et même si on a réagi très vite, et même si derrière, on a eu des articles très positifs qui s'en sont suivis, il a quand même fallu quelques semaines pour quand même réparer les dégâts qui avaient été lancés, si je puis dire. Voilà. Donc, les communications de crise, les situations de crise sont parfois nombreuses. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que dirigeant, faut avoir un plan de gestion de crise. Mais l'exemple que je vous ai donné, c'est un exemple parmi d'autres, mais la crise, elle peut venir évidemment de choses encore plus dramatiques pour l'entreprise d'une certaine manière. Que se passe-t-il s'il y a un coup de tractopelle qui est fait sur votre arrivée de votre fibre ou votre arrivée d'électricité et que votre entreprise est à l'arrêt brutal? Voilà, avez-vous prévu un plan de continuité? Avez-vous un plan pour effectivement faire basculer les salariés, l'équipe, la chaîne de production d'une autre manière? Vous voyez. Donc, que se passe-t-il en cas d'inondation, en cas de pandémie? Donc, on voit qu'il y a énormément de cas comme ça. Et là, on est un peu comme l'autre sujet, c'est un peu une obligation de moyens. Donc, c'est vraiment réfléchir en amont à comment organiser le plan de continuité de l'activité en cas de crise. Neuvième sujet, un sujet de gouvernance. Là aussi, qui est plutôt un sujet souvent ignoré par le dirigeant, qui pense ne pas avoir de sujet de gouvernance. Or, le désalignement entre actionnaires est quelque chose qui peut quasiment tuer une entreprise. Donc, il faut toujours garder cette partie aussi en général en tête. On a l'exemple de Médecins sans frontières qui a dû se splitter entre Médecins du Monde et Médecins sans frontières parce qu'il y avait un désalignement. On a d'autres exemples, l'affaire Renault-Nissan, on sent qu'il y a eu un centre de tension qui a mené à beaucoup de choses, on le sait. Donc, c'est très important de regarder ça. Et cette étude qui nous est livrée ici est intéressante. Les entreprises dont les actionnaires sont mal alignés ont une probabilité 3 fois supérieure de connaître des difficultés financières significatives aux autres. Donc, là aussi, c'est un point majeur et tout ça se travaille. Et puis, pour en finir avec ces 10 points, la partie RSE, alors qui est un peu différente, j'ai parlé de l'environnement tout à l'heure, mais c'est un peu différent sur cette partie-là, puisque ça englobe d'autres sujets, et notamment des sujets plus sociétaux. On a évoqué un peu plus tôt le travail, par exemple, des travailleurs à l'étranger, mais effectivement, qu'en est-il effectivement d'un point de vue sourcing? Est-ce que vous avez bien vérifié comment les choses sont faites, comment vos produits, comment votre cycle de produits finalement est fait? Aujourd'hui, une majorité écrasante des consommateurs sont effectivement très sensibles à l'origine des produits, à comment ils sont fabriqués, comment ils sont maintenus, comment ils sont derrière, qu'est-ce qu'il en est une fois qu'ils sont éventuellement usés, si je puis dire. Donc, il y a une forme de responsabilité sociétale très importante des entreprises ici. Le sujet est finalement plutôt complexe et pas toujours simple à appréhender. Donc, c'est un point effectivement souvent plus technique qu'on ne le croit et qui nécessite aussi beaucoup de travail. Donc, voyons, on a finalement en quelques minutes balayé une dizaine de points assez majeurs. Et quelles conclusions peut-on en tirer? La conclusion, évidemment, que nous avons, nous, tirée au Collège du dirigeant, c'est que, en fait, compte tenu de la multiplicité de ces points et de leur technicité, en fait, il n'est pas toujours possible, de confier, si je puis dire, ce sujet à une personne dans l'entreprise. Parce qu'une personne dans l'entreprise ne pourra pas circonscrire des risques avec une variabilité et une différence aussi forte que celle que nous avons évoquée là. Entre un risque de gouvernance, un risque cyber, un risque de propriété intellectuelle, un risque RSE, les choses n'ont rien à voir. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, moi, je rencontre beaucoup de dirigeants qui me disent « Non, mais moi, nous, on a quelqu'un qui est formidable, c'est super. » Mais bien sûr que la personne est formidable, mais en général, elle va être à même de couvrir 3-4 risques. Et donc, que fait l'entreprise en général? Sinon, elle se dit « Mais oui, mais j'ai fait appel à un consultant cyber. » Très bien. Oui, mais j'ai fait appel à un consultant, un tel ou un tel. Très bien. Mais en fait, il n'y a pas de vision à 360 degrés. Les choses ne sont pas vraiment regardées de manière cohérente dans ces cas-là. Et surtout, il y a un certain nombre de boîtes qui sont engagées sur des missions qui n'ont pas été forcément complètement regardées avec tous les objectifs et tous les enjeux de l'entreprise dans leur ensemble. Et donc, ce qu'on appelle, nous, de nos voeux au Collège du dirigeant, c'est finalement mettre en place un comité des risques, c'est un comité consultatif
indépendamment des autres instances, qui va regrouper en général au moins 3 personnes, plutôt expertes, mais avec un regard effectivement 360, qui va permettre plusieurs choses de faire auprès du dirigeant, lui donner un regard différent sur ces différents types de risques, l'alimenter en termes de réflexion, l'oxygéner sur ces sujets-là, et lui permettre le jour venu de mettre le doigt sur ces différentes typologies de risques, les hiérarchiser, et là de prendre les plans d'action, et éventuellement de recruter les bonnes personnes, que ce soit en interne ou effectivement des boîtes de consulting. Donc voilà un petit peu nous la chose que l'on préconise. Donc les enjeux du risque, c'est dérisquer les investissements et protéger les collaborateurs. Ça, c'est la première des choses, hein. La deuxième des choses, c'est effectivement déployer une approche transversale par les risques sur le long terme. Et ça, c'est en général très peu envisagé, très peu développé dans les entreprises françaises. La troisième chose, c'est adapter évidemment l'entreprise à toutes les obligations réglementaires de sécurité, de sûreté et de conformité. La préparer à toute forme d'ingérence, qui est un point en général toujours sous-évalué par l'entreprise. Et enfin, développer son intelligence stratégique. C'est ça le cœur d'un comité des risques avant tout. Donc, quelle proposition de valeur, pour presque conclure, c'est réunir 3 advisors effectivement indépendants. Ils ne sont pas actionnaires, ils ne sont pas des consultants. Vraiment, le dirigeant peut parler vraiment en toute liberté de ses sujets, de ses enjeux, de ses faiblesses et de ses vulnérabilités. Parce qu'en fait, tout l'enjeu est là. C'est que le dirigeant, normalement, ne va pas évidemment commencer à s'ouvrir de ses vulnérabilités et de ses points faibles auprès de tout le monde, et même pas forcément auprès de son board, auprès de son conseil d'administration, de ses actionnaires, qu'ils soient familiaux ou capitalistiques d'une autre manière. Donc, il est très important de créer un climat de confiance en toute confidentialité, avec un petit cercle, avec qui là, on va pouvoir effectivement étaler toutes les choses. Voilà, donc cartographie des risques, c'est ce que fait évidemment un comité des risques. On ne va pas revenir dessus, puisqu'on a vu déjà beaucoup de ces points ici. Et puis évidemment, il y a beaucoup derrière de choses qui sont à regarder sur toutes les typologies de risques en termes de prévention, de protection et d'action. Donc c'est à la fois sur vraiment l'anticipation des risques et sur comment réagir si à un moment donné, malheureusement, les choses prennent de l'ampleur et qu'il faut faire des contre-feux, si je puis dire. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. Voilà, je conclurai par ce côté qui est très important, qui est évidemment au sein de l'entreprise, de pouvoir informer, protéger et influencer dans le sens positif du terme. Vous avez vous-même la présentation que vous pouvez télécharger, sur lequel il y a en annexe des documents complémentaires. Voilà, écoutez, en tout cas, moi j'ai été ravi de pouvoir vous présenter tout ça. N'hésitez pas à prendre entre guillemets la parole via le chat et à nous dire si vous avez effectivement des questions.